Merci professeur Piot pour cette magnifique remise en perspective et ce grand tableau historique de la problématique de l'Ebola et toutes les questions qui restent d'actualité. C'est le moins qu'on puisse dire, no time to lose. Donc je vous invite à tout de suite entamer la première partie de ce symposium qui sera essentiellement consacré aux aspects virologiques, anthropologiques et épidémiologiques de cette infection. Et je vais immédiatement passer la parole à Séverine Theiss, qui est donc anthropologue, assistante au département de la santé publique de l'Institut de médecine tropicale et qui va nous entretenir de l'interprétation populaire sur l'origine du virus Ebola en Guinée ou une autre épidémiologie. Je vous en prie. Alors bonjour messieurs et mesdames, chers membres de l'Académie, chers collègues, chers amis et chères familles. Je suis vraiment très heureuse et vraiment honorée d'avoir été invitée pour partager avec vous ce matin, très tôt et un samedi. Merci pour ça, de partager avec vous quelques résultats préliminaires de mes observations ethnographiques que j'ai pu réaliser et collecter lors de ma mission avec l'Organisation mondiale de la santé en Guinée dans le cadre de la réponse à l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Alors aujourd'hui, mes observations vont porter sur les interprétations populaires, sur l'origine de la maladie du virus Ebola en Guinée, ou effectivement une autre épidémiologie. Alors, j'ai été déployée en octobre-novembre, donc pour un mois, 4 semaines, avec l'organisation, enfin le réseau GORN, Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie, qui est un réseau supporté principalement par l'OMS et qui regroupe des partenaires techniques afin d'apporter une expertise et fournir un appui au ministère de Santé pour interrompre la transmission de la maladie au sein des établissements de santé, mais également dans la communauté. J'ai été envoyée en tant qu'anthropologue médicale. Alors, ma mission était d'appuyer cette cellule de communication, et surtout en termes de mobilisation sociale, mais également d'identifier les rumeurs et les moyens qui pouvaient être mis en place pour lever les réticences qui se sont développées et manifestées de manière assez violente dans certains cas au sein des communautés vis-à-vis de toutes les interventions apportées par l'aide, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc concrètement, j'ai commencé par une semaine à Conakry, où j'ai suivi l'équipe dans la mise en place d'un projet sur les comités de veille au sein des communes urbaines de Conakry. Un projet, voilà, effectivement les comités de veille ne sont pas nouveaux et ont été mis en place d'eux-mêmes au sein des communautés, mais on a essayé de les mettre en place aussi au niveau urbain. Ensuite, suite au retour d'une mission d'évaluation du coordinateur de l'OMS, Dr William Pereira, en Guinée forestière, la situation était vraiment très critique. Macenta était devenue, comme le montre sur cette carte, l'épicentre de la maladie. Et comparé aux besoins, les moyens présents au niveau humain, au niveau financier, au niveau matériel, étaient complètement disproportionnés. Donc, je suis partie là-bas. Et voilà, donc cette région, donc, comme on l'a dit, est en Guinée, voilà, et en Guinée forestière a certaines particularités, comme être effectivement proche de la Sierra Leone et du Libéria et d'échanger énormément, que ce soit des échanges matrimoniaux, des échanges au niveau du commerce local, mais des échanges au niveau de la participation à des rites funéraires et des condoléances. C'est également une région qui a été historiquement toujours opposée au gouvernement central, et donc tout ce qui venait du gouvernement central n'était jamais pris de manière positive et a créé donc énormément de rumeurs. Et Macenta est également à ce moment-là ne dispose que d'un centre de transit géré par MSF, qui rend compliqué l'acheminement également des cas confirmés dans les différentes sous-préfectures où se trouvaient des centres de traitement. C'était pour vous donner un peu le contexte. Et donc, dans un tel contexte, collecter des données et faire de la recherche pure et dure en anthropologie est quand même assez du luxe.
On travaille 7 jours sur 7, 18 heures sur 24, et dans des conditions de logement et aussi matériel assez compliquées, pas d'électricité, pas d'eau courante. Et surtout, voilà, la priorité n'est pas à la recherche. Mais malgré tout, suite à donc, toutes mes observations participantes, à des discussions informelles avec les villageois lors de nos virées, ou en tout cas nos retours sur le terrain dans les communautés, les discussions avec les chauffeurs, avec d'autres membres de la coordination, j'ai pu collecter un certain nombre d'informations, mais également j'ai réussi à faire quelques interviews avec des personnes clés comme un pasteur, un infirmier du centre de transit, des tradipraticiens, des personnes guéries, etc. Donc, dans ce contexte qui est assez chaotique et intense, quel est le rôle de l'anthropologue là-dedans? Mais il peut malgré tout contribuer à un succès des opérations au niveau de la lutte, principalement dans le domaine de l'amélioration de la connaissance des chaînes de transmission de la maladie, mais également et surtout dans l'identification des comportements de ces populations locales, dans leur diversité psychologique, mais aussi sociale et culturelle. Elle permet de proposer des interventions plus appropriées au contexte et également d'anticiper des réactions hostiles et faire face à des rumeurs et des terreurs qui sont logiques quand on fait face à une épidémie mortelle. Un autre aspect était également d'humaniser les interventions, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre la mise en place de mesures sanitaires qui doivent être faites de manière autoritaire, mais avec une approche empathique. Alors, il faut être honnête, depuis 2003, il y a eu vraiment des efforts considérables dans ce domaine, principalement à la publication d'une étude anthropologique qui a été faite lors de l'épidémie en Ouganda par Elwit et Amola, qui a un peu chamboulé tout, et également un soutien de plus en plus important des experts en maladies émergentes de l'OMS. Ça a changé un peu la politique, et dans la procédure de la réponse, les anthropologues maintenant sont impliqués dès le début pour pouvoir justement adapter la réponse aux spécificités locales. Alors, depuis 2003, il y a surtout une attention qui a été portée aux rituels funéraires autochtones. Alors, une amélioration au niveau de l'hospitalité dans les centres de traitement et à la visibilité, à la transparence, qui posait énormément de problèmes. Une amélioration au niveau de la mobilisation des acteurs de la société civile, effectivement trouver les bonnes personnes crédibles qui vont pouvoir transmettre et être le médian entre des autorités du gouvernement central et la population est vraiment très importante pour pouvoir faire passer les bons messages au bon moment. Et puis alors, une amélioration au niveau de la formation des personnels impliqués dans la réponse et à la sensibilisation. Mais malgré tout, tous ces progrès, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'écoute, de l'attention et de l'harmonisation aussi des protocoles des différents intervenants lors de la réponse. Alors, pour justement s'adapter au contexte local, il est important d'essayer de comprendre comment la population perçoit cette maladie qui arrive ou cette épidémie mortelle. Et pour ça, je vais donc faire un peu de théorie et faire appel au concept développé par Arthur Kleinman dans les années 80, les modèles explicatifs de la maladie ou les modèles culturels de la maladie. Alors, sans entrer trop dans les détails, il s'agit pour lui, les systèmes sociaux et culturels vont donner une réalité clinique à la maladie. Alors, dans ce système de soins, il va y avoir l'identification de la maladie, mais cette maladie va être nommée, interprétée et va aussi donner lieu à un traitement spécifique. Ce système de soins, selon lui, est composé de 3 secteurs qui se chevauchent, le secteur populaire, le secteur professionnel et le secteur traditionnel. Et le malade, selon qu'il est dans un de ces secteurs, va évidemment avoir des discours différents. Alors dans chacun de ces secteurs, on va retrouver des modèles explicatifs justement de la maladie, mais des modèles explicatifs pour le malade, des modèles explicatifs pour la famille et pour le praticien, qu'il soit professionnel ou non professionnel. Et ces différents modèles vont chercher à expliquer la maladie selon 5 axes principaux.
toujours selon Kahneman. Hein. Donc il y a l'étiologie, donc comment les individus se réfèrent à cette maladie, le moment et le mode d'apparition des symptômes, la physiopathologie, donc quel est le dysfonctionnement qu'ils ressentent au niveau de leur corps, ou le corps, mais qui peut être le corps social aussi, l'évolution du trouble, et puis le traitement. Alors, ici, je vous donne un exemple de, justement, Eoulet, qui, lors de l'épidémie au Congo en 2003, a essayé d'identifier les différents modèles explicatifs qui coexistaient au sein du district de Mombo. Et là, on retrouve voilà, des modèles beaucoup plus voilà, liés aux croyances mystico-religieuses, et qui va jusqu'à parfois des modèles qui sont vraiment plus biomédicales. On voit aussi qu'il a rajouté dans les 5 axes, qu'il a décomposé et mis différents nouveaux paramètres, comme par exemple quels sont les groupes à risque, comment la population identifie ceux qui sont plus à risque ou pas, et le pronostic d'une personne malade, ou voilà, quelles sont les préventions, les comportements préventifs à adopter, toujours selon la population. Alors, je voudrais faire un peu l'exercice avec vous. Donc, c'est un exercice qui va être très succinct et qui est très localisé dans le temps et dans l'espace, vu le peu de données à ma disposition. Mais ce qui m'a frappé sur le terrain, c'est vraiment qu'il y avait en parallèle 2 modèles explicatif justement de la maladie, un modèle plus biomédical, et de ce côté-là, on va utiliser alors des données épidémiologiques, et de l'autre côté, un modèle plus animiste. Alors pour le modèle biomédical, j'ai essayé de grappiller un peu partout des données dans les rapports de l'OMS, et puis suite à mes notes de terrain. Donc ce que je vais vous proposer comme chaîne de transmission est loin d'être fiable à 100%, parce qu'ils sont toujours en train de la travailler, de la compléter en ce moment. Mais donc on parle d'un patient zéro qui aurait été un enfant de 2 ans, dans la région, dans un village assez reculé dans la préfecture de Guékédou, décédé à la suite de la consommation de viande infectée. Il aurait contaminé sa sœur, qui à son tour aurait contaminé une amie de la Sierra Leone de sa maman et la grand-mère. Alors, du côté de la Guinée, la chaîne de transmission pense que ce n'est que via la grand-mère que ça a continué. Hospitalisé donc à l'hôpital de Guékédou, le major a été contaminé. Il a voulu se faire soigner par son ami qui est le directeur de l'hôpital préfectoral de Macenta. Donc il s'est déplacé. En chemin, il a également certainement contaminé plusieurs personnes. Logé dans la même chambre du fils adoptif du directeur, celui-ci est également tombé malade. Le laborantin qui a fait quelques prélèvements est décédé, et puis voilà, c'est ainsi de suite. Donc comme je vous dis, c'est juste pour vous montrer un peu, comparer, mettre en parallèle ces 2 modèles. Et donc le deuxième est un modèle animiste. Donc il faut savoir qu'on se trouve dans une région forestière. On se trouve en Afrique occidentale, où les pièces maîtresses par rapport aux religions anciennes ou animistes sont le culte des ancêtres, la croyance au génie, des rituels initiatiques, etc. Et donc le fétiche est un réceptacle d'une force occulte et surnaturelle. Elle peut être fictive, fausse, comme un charme ou un maléfice, comme elle peut être concrète, matérialisée dans un objet naturel fabriqué. Le féticheur va lui être celui qui fabrique ces objets ou fabrique ces fétiches et met en œuvre ces fétiches dans la communauté. Alors, en Guinée forestière, il y a, donc si on parle en termes d'ethnie et de langue, c'est majoritairement des langues minoritaires qui s'y trouvent, dont les Kissi, le numéro 8, qui est principalement donc une ethnie qui occupe la préfecture de Guékédou de Kissidougou. Ensuite, il y a les Thomas, un peuple très fier, qui, eux, occupent la préfecture de Macenta. Voilà, c'est pour un peu mettre dans le contexte. Et donc, pour eux, pour la population, surtout de Macenta et de Guékédou, Ebola est perçu d'abord comme une malédiction qui ne concerne que l'ethnie Kissi, suite à une transgression d'un tabou.
C'est-à-dire qu'il y aurait des membres d'une société secrète Dolma, qui est le même nom donné à un fétiche puissant, où un tabou aurait été transgressé et qui aurait provoqué le décès de cette personne afin de réparer ce tabou. Alors, ici, quand on reprend notre chaîne de transmission, ce serait donc le major de l'hôpital de Guékédou qui ferait partie de cette société secrète, serait allé voir son ami, le directeur de Macenta, et en fait, lors du transport ou du mouvement du patient, du corps, le directeur de Macenta aurait touché le fétiche qui se trouve caché dans le boubou, et aurait de là vraiment provoqué une grosse transgression, car toute personne qui touche le fétiche appartenant à quelqu'un d'autre meurt subitement et très rapidement, et également cette personne doivent... oui, 4 minutes, merci. Ces décès doivent en suivre. Maintenant, si on arrive à 8 décès, c'est-à-dire que le fétiche était encore plus puissant, et donc il faut atteindre 14 décès. Si on arrive à 15, on doit passer à 21, et ainsi de suite. Et jusqu'au début, les 11 premières, en tout cas, personnes qui ont été touchées, qui ont été connues par la population, étaient des Kissi, ce qui fait que pour eux, c'était une maladie qui était réservée à cette ethnie, et donc ils ont, eux, pu continuer à adopter leur comportement à risque et ne sont pas sentis concernés par l'épidémie, ce qui, évidemment, a créé énormément de nouvelles chaînes de transmission par la suite. Pour la petite histoire, au moment donné, lorsqu'ils se sont rendus compte que ça touchait aussi des musulmans, ils se sont dit « Ah, alors là, c'est peut-être encore possible avec les marabouts ». Donc tout paraissait logique, mais quand ça a touché les chrétiens, là, ils ont dû trouver un autre modèle explicatif et ainsi de suite. Le Ebola est vraiment quelque chose qui va être reconceptualisé constamment. Et donc, en conclusion, connaître ces modèles explicatifs qui mettent... qui, on peut le voir, sont en concurrence entre les sciences biomédicales avec les diagnostics animistes. Ça permet de pouvoir mieux adapter nos messages, et le fait de ne pas l'avoir identifié, on n'a pas de négociation entre ces différents modèles, on ne peut pas adapter les messages de prévention de manière adéquate, ce qui crée aussi un espace et une source pour les rumeurs, le déni de la maladie et les réticences, et donc pas d'interruption non plus de la transmission du virus. Alors, dans l'urgence et la gravité, il ne faut pas du tout s'empêcher, et ça ne nous empêche pas d'être à l'écoute des populations, de prendre en compte, mais à tous les temps, des usages, des codes, des savoirs, des savoir-faire et des croyances de la population locale. Et donc, malgré tous les efforts, il faut vraiment maintenir une place importante à l'anthropologie pour faire face et adapter la réponse aux réalités locales. Comme je le disais, Ebola sera constamment reconceptualisé. C'est la même chose pour le sida, la même chose pour la peste à l'époque. Toutes ces maladies qui sont graves et qui sont mortelles créent énormément de chamboulements, et on a besoin d'explications. Et celles-ci vont être tirées là, selon voilà, son modèle culturel. Alors, je voulais profondément et sincèrement remercier mon équipe sur place, Joseph Gouevogui et Ténin Traoré. Ténin Traoré, sociologue de Guinée, qui était consultante à l'OMS, et Joseph Gouevogui, qui travaillait à la mission Fil-Africaine, qui m'ont vraiment permis de rentrer directement dans les communautés, de comprendre les codes assez rapidement, et qui ont vraiment voulu faire beaucoup. Et donc, je remercie aussi l'équipe de coordination pour toute la mobilisation sociale, où on a travaillé vraiment en partenariat avec les HP, donc les health promoteurs de MSF, mais également la Croix-Rouge guinéenne, également l'UNICEF. C'était vraiment très riche. Alors merci à ceux qui ont financé ma mission, et à l'IMT qui m'a permis de partir, et de tout son soutien moral, parce que c'était pas facile. Et alors au docteur Alain Eppelboin, qui est un anthropologue et médecin qui est assez connu dans le domaine d'Ebola, et qui m'a vraiment suivi et apporté tout un background anthropologique pour faire face à cette situation. Et je finirai par dire que la Guinée est vraiment un magnifique pays avec des magnifiques gens, avec ou sans Ebola. Voilà, merci.